C'est la première fois qu'on voit les États-Unis voter une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies aux côtés de la Russie, de la Biélorussie et de la Corée du Nord. Oui, mais la Russie n'est une pas résolution qui nie, Trump. Une résolution qui souligne que la Russie n'est pas l'agresseur dans cette affaire. Oui, mais la Russie n'est pas le diable communiste pour Trump. Donc on a changé de paradigme intellectuel, conceptuel. Mais cela étant, cette affaire suscite quand même ramène des rumeurs anciennes. On en parlera dans quelques instants. Autre sujet dans cette édition, le conflit Russie-Ukraine et un rapprochement de plus en plus souligné entre les positions de la Russie et celles de Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump qui exige beaucoup de l'Ukraine, on le sait, mais sans que l'on sache vraiment les contreparties qu'il attend de la Russie. Ce 4 mars, la Maison-Blanche a décidé de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine sur un air de chantage. Alors, M. Jean-Paul Benoît, c'est vrai que face aux initiatives de Donald Trump, la question qui se pose, c'est de savoir, finalement, est-ce que la Russie a réellement intérêt à la fin de la guerre? Alors, pourquoi s'arrêterait-il alors même qu'elle se sait aujourd'hui renforcée par les nouvelles positions adoptées par les États-Unis? Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit depuis les 2 dernières émissions. Justement, on va dire des choses nouvelles. Voilà, où on a évoqué tous ces problèmes. Moi, ce qui me frappe dans la phase actuelle, c'est que M. Trump s'exprime tous les jours, dit un certain nombre de choses, prend des décisions, humilie d'une certaine manière Zelensky, exige une espèce de monopole sur les terres rares et dit j'arrête notre coopération en matière de renseignement et je suspends l'aide immédiatement à l'égard de l'Ukraine. Mais face à ça, Poutine ne dit rien. Poutine est muet. Son porte-parole, ou le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dit « Je prends acte des décisions de M. Trump, c'est un pas positif », mais aucune concession véritable, ni sur cessez-le-feu, puisque même aujourd'hui, la Russie vient de dire que le cessez-le-feu ne pouvait pas être envisagé et qu'il fallait une négociation globale. Donc il y en a un qui parle, sans arrêt, qui prend des décisions qui vont... que Poutine n'a pas besoin de solliciter, puisqu'il il récite du Poutine. Et il y a une espèce de mutisme, d'attentisme de la part de la Russie. Poutine a tout son temps, et c'est une autre façon de négocier. C'est une autre façon au deuxième degré, alors que Trump est toujours dans une espèce de provocation verbale permanente. Et on constate d'ailleurs qu'aux États-Unis, sa cote de popularité est en baisse. Et que sur un certain nombre de mesures qu'il veut prendre en matière économique, notamment les droits de douane, le monde des affaires commence à être inquiet parce que ce n'est pas si simple. On va rester dans le contexte du conflit. Alors, Poutine n'a pas intérêt à aller trop vite. Et il profite de cette phase où l'aide à l'égard de l'Ukraine... Pour continuer la guerre. Pour continuer la guerre et avancer ses positions. Parce que qu'est-ce qu'il veut finalement? C'est Odessa. Oui. Et il voudrait qu'on commence à négocier à partir du moment où Odessa fera partie du rapt territorial de M. Poutine. Donc je suis très inquiet et je suis très interrogatif. Et la pauvre Europe se réunit à 27. Et ça, on y reviendra peut-être dans l'émission, parce que c'est un vrai sujet. On y reviendra. Alors Guy, une des questions, c'est de savoir, au fond, de quelle garantie dispose aujourd'hui Donald Trump pour que Poutine respecte ce que lui, il appelle son plan de guerre qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs. Son plan de paix, les Russes et les Américains. Les Russes et les Américains sont le seuls à le savoir. Moi, j'entends les cris de désespoir des Européens se dire mais comment, c'est pas possible. Moi, je pense que Poutine et Trump, les Américains, les Russes et les Américains font ce que j'appelle la diplomatie pour adultes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la télé pour... Diplomatie pour adultes. Absolument. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est l'inverse de ce que fait Macron, qui fait un message TikTok avant
avant d'aller rencontrer un président aux États-Unis, ou des Européens qui se mettent en scène. C'est quoi la diplomatie pour adultes? C'est-à-dire discuter sérieusement des problèmes, pas forcément devant les caméras, et prendre des décisions et avancer. Et vous le savez, vous, que ça se passe ainsi. Que vous arrivez, vous, à détecter les énigmes de cette diplomatie pour adultes. Attendez, et Trump la diplomatie parle que devant les caméras. Oui, non, mais... Alors, répondez à ma question. Donc, de quelle garantie, donc, puisque vous parlez de diplomatie, de quelle garantie disposerait aujourd'hui Trump pour que M. Poutine respecte son plan de paix? Et ce serait quand même bon que tous les acteurs qui sont en situation puissent en avoir une certaine idée. Tous les acteurs, je pense que... Tous les acteurs impliqués. Oui, non, mais alors... Même Zelensky ne sait pas quelles sont les contreparties de la Russie. C'est bien pour ça que je précise que ce qui intéresse les Américains, c'est l'intérêt c'est leurs propres intérêts. Et ce qui intéresse les Russes, ce sont leurs propres intérêts. Donc, les garanties, il n'y a que ces deux parties... C'est cela un plan de paix? Mais, ça garantit la paix, ça? Excusez-moi... Parce que c'est le but quand même recherché. Non, mais Francis, ne faisons pas mine de croire... Non, on ne fait pas mine. En tout cas, on fait une lecture, je veux dire, ma lecture, elle est très simple. La plus limpide possible d'une situation. Ma lecture, elle est très simple. Y compris en prenant en compte les énigmes. Alors vous arrivez, vous, à lire les énigmes. Ma lecture, elle est très simple. Pour les Américains, l'Europe est un faire-valoir. C'est un marché, ce n'est pas une entité politique qui pèse pour les Européens, pour les Américains, c'est ça. Non, mais revenez à ma question. La question, c'est que la Russie... De quelle garantie dispose Donald Trump? L'Ukraine, en fait... de la part de... Il y a deux parties quand même en situation. Quand on veut arrêter une guerre, on parle de deux parties. Je ne connais pas ces garanties. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils ont forcément passé un accord sur la base... Ils ont passé un accord sur le dos de l'Ukraine, alors, bien sûr. Ah bon, d'accord. C'est ça la diplomatie pour adultes? Non, mais alors, je reprécise dans ce que je dis, c'est que notre problème, le problème des pays européens, c'est que nous faisons... Non, le problème du monde. Oubliez un peu l'Europe. Il y a le monde, tout simplement, qui regarde tout cela. Mais nous sommes dans un monde qui Il y a le monde qui nous regarde. Ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des Européens. Nous venons de dire que le droit international, les instances internationales, tous ces garde-fous qui nous protègent... En fait, personne n'a rien compris. Il n'y a que Poutine et Trump qui ont tout compris. Pas que personne... Alors, non, mais écoutez... Poutine, Trump est notre ami qui a tout compris. Ça, c'est quand même un personnage important en plus. Ça, il ne faut pas le dire, il faut que ça reste entre nous. Mais plus sérieusement, on serait tenté de dire oui, parce que... Désolé, pendant 3 ans, les Européens, les Occidentaux, donc en soutien de l'Ukraine, ont changé de version 50 fois. Bien sûr, nous ne faisons pas la guerre en Ukraine, à la Russie. Aujourd'hui, nous sommes en guerre avec la Russie. C'est ça qu'on n'a pas une diplomatie évolutive aussi. Peut-être pas pour adultes, mais elle est évolutive. Mais Alfred? Oui. Mais il y a des adultes qui raisonnent comme des enfants. Exactement. Oui, aussi. Trump, il fait du Trump, nous l'avons souvent dit ici. Et ce qu'il est en train de faire, c'est faire pression justement sur Zelensky pour le faire plier. On l'a vu à un certain moment, le dernier message. Alors là, nous ne savons pas si réellement cette lettre-là repose exactement sur les propos rapportés par Trump lors de son discours devant le Congrès américain, comme quoi il lui aurait écrit pour dire sous son leadership, etc. Mais moi, ce que je vois dans cette situation, c'est que Trump se réclame de Ronald Reagan. Or, quand Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il avait dite en 81, je vais détruire l'URSS sur 3 points, politique, militaire et économique. D'où le lancement justement de cette guerre des étoiles. La guerre des étoiles, non? Tout à fait. Et avec son slogan America is back. Yes, but voilà. Lui, il reprend cela, sauf qu'aujourd'hui, il capitule. Mais il veut pas détruire la Russie, c'est la différence. Trump, oui, c'est ce que je dis. Trump, il capitule au fond. Il se fait le porte-parole de Poutine. Ça, et donc, au fond,
le plan qu'il a, c'est le plan de Poutine. C'est-à-dire, comme Jean-Paul l'a dit, enfin, Poutine n'a pas besoin de parler, puisque il a un perroquet qui parle à sa place, qui répète exactement ce que lui, il a dit. Donc, vous voulez dire qu'en fait, il offre à Poutine une victoire que Poutine n'est pas parvenu à obtenir depuis 3 ans. Depuis 13 ans. Le champ de bataille. Exactement. Professeur, expliquez-moi comment détruire une puissance militaire. Laissez Alfred aller jusqu'au bout, parce qu'on était en train de suivre son raisonnement. Voilà. Et que donc, Poutine n'a pas besoin de parler, parce qu'il a un homme à la Maison-Blanche qui répercute ses propos ou le deal qu'ils ont fait entre les deux. Alors, je pense aussi que la prudence de Poutine vient du fait qu'il sait quand même que Trump est versatile. Il dit une chose aujourd'hui, le lendemain, il peut faire autre chose. Ça, c'est tout à fait possible avec lui. Et donc, ce qui l'intéresse pour le moment, c'est mais vraiment les minerais stratégiques de l'Ukraine. Ensuite, comme il l'a dit pendant sa campagne, lui veut une paix rapide pour apparaître comme le faiseur de paix et que donc il est à la hauteur de ses prédécesseurs les plus marquants comme Ronald Reagan ou George Bush père, mais moins George Bush père que Reagan. Donc c'est ça qu'il vise en réalité. Ensuite, il met entre parenthèses évidemment l'Europe et puis l'OTAN. C'est là où il y a encore un autre paradoxe, puisque c'est lui qui est le chef de l'OTAN. Et donc il remet en question l'OTAN, alors qu'il en est le chef lui-même pour l'affaiblir, et il donne aux Européens maintenant l'occasion de faire quoi? Mais de rebondir, de se dire, tiens, nous nous sommes endormis pendant longtemps, maintenant il est temps quand même que nous nous prenions nous-mêmes en charge, et nous continuerons à soutenir l'Ukraine, nous continuerons à soutenir l'Ukraine, c'est ce qui est en train de se passer, pour contraindre Poutine, pour contraindre, Trump, à pouvoir ramener l'Europe aussi dans le game. C'est une magnifique histoire. La question que je posais au début, c'était quand même de savoir si, au-delà évidemment de tous ces calculs, qui sont plutôt obscurs pour l'instant, parce qu'on est dans les hypothèses, et évidemment, est-ce que la Russie a intérêt réellement à arrêter la guerre, d'autant que, voilà, pour l'instant, l'Ukraine est affaiblie, il a évidemment un porte-parole à la Maison-Blanche, et puis il n'a surtout pas renoncé à ses buts de guerre initiaux. Est-ce qu'il a intérêt, réellement, est-ce que Poutine a intérêt à arrêter la guerre, au-delà même, je dirais, des promesses faites par Donald Trump, quoi. Est-ce que Trump aussi, peut-il compter réellement, je dirais, sur l'engagement de Poutine à cet égard? À l'heure où nous en sommes, Poutine n'a pas intérêt à que cette guerre s'arrête, pour 2 raisons. La première raison, il avait justifié l'entrée dans cette guerre par une opération spéciale. On a vu qu'au bout d'un certain temps, il y a eu une opération de mobilisation parce qu'il avait besoin d'effectifs, et on parle de la présence de soldats nord-coréens pour renforcer les soldats ou bien les fronts. Et pas que. L'Iran... L'Iran, c'est du matériel. C'est du matériel, donc, oui. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous savons que la Russie, Poutine, ça a été rappelé tout à l'heure dans les échanges, son objectif, c'est Odessa. C'est ce qui lui permettra de pouvoir négocier en force. Bon, lui, dans son calendrier, dans son agenda, il a une partie de l'Ukraine qui l'intéresse. À défaut de prendre toute l'Ukraine. À défaut de prendre. Je l'ai rappelé une fois dans une de nos émissions. On savait que, ou bien il savait qu'il n'allait pas rentrer dans Kiev et que de l'autre côté, les Ukrainiens n'allaient jamais rentrer dans Moscou. Mais il a un objectif. N'oublions pas que dans l'historiographie de la pensée de Poutine actuellement, c'est une sorte de remake de la Grande Russie. La Grande Russie de Catherine II. Oui. Lui, déjà même de par son comportement, on dirait que c'est Ivan le Terrible. Donc c'est comment rendre cette magnificence qu'avait la Russie, comment redorer le blason de la Russie. Donc ça passe par l'occupation de ces terres, de cette partie de l'Ukraine qui était sous l'emprise de la Grande. On ne va pas refaire toute l'histoire parce que sinon ça nous mènerait très loin. Je voudrais faire Jean-Paul et ensuite 2 remarques.
Poutine, il a une formation particulière, c'est le KGB. Donc la formation du KGB, c'est de laisser les autres venir pour savoir comment on va mieux les cerner et les dominer. Donc il n'a pas intérêt à répondre, parce que ce que fait Trump, c'est une forme d'oukase, c'est la paix maintenant, tout de suite, le cessez-le-feu. Il n'a pas intérêt, et psychologiquement, c'est pas dans sa tête, de donner le sentiment d'obéir à monsieur Trump. Donc il va faire durer les choses un certain temps, mais il aura intérêt quand même à ce qu'il y ait une paix. On verra de quelle manière. Et deuxièmement, quand tu parlais de Reagan et autres, il ne faut pas oublier que depuis ce moment-là, il y a un autre partenaire mondial important, c'est la Chine, qui n'avait pas le même rôle au moment de ce que tu rappelais, de Reagan et la guerre des étoiles. Et ça, c'est important. Et en plus, il y a eu une espèce de déportation de l'intérêt des États-Unis, ça a commencé avec Obama, d'une manière très nette, vers l'Indo-Pacifique. Et la pauvre Europe, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle est dans cet état. C'est ni la faute de M. Obama, ni la faute de M. Bush, de Reagan ou de M. Trump. C'est une espèce de... les dividendes de la paix, qui était une formule qui aboutissait à une espèce de confort. Exactement. Mais l'affaire va quand même loin, M. Jean-Paul Benoît, parce que c'est la première fois qu'on voit les États-Unis voter une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies aux côtés de la Russie, de la Biélorussie et de la Corée du Nord. Oui, mais la Russie n'est une résolution qui nie, une résolution qui souligne que la Russie n'est pas l'agresseur dans cette affaire. Oui, mais la Russie n'est pas le diable communiste pour Trump. Donc on a changé de paradigme intellectuel, conceptuel. Mais cela étant, cette affaire suscite quand même ramène des rumeurs anciennes. On en parlera dans quelques instants. Pour l'instant, la dépendance de Trump. Moi, je voudrais poser une question auquel jusqu'ici personne n'a jamais répondu. Comment on fait pour détruire ou battre une puissance nucléaire ? Bon. Ça n'existe pas. Je termine mon propos. Donc, Donald Trump le sait, les Américains le savent depuis le début. Et peut-être que nos dirigeants, en tout cas je l'espère, le savent également. Donc, la Russie ne perdra jamais la guerre. Et moi, j'ai même envie de dire, la guerre est déjà terminée. Parce qu'à partir du moment où vous avez cette coalition occidentale, plus les Américains, qui depuis 3 ans soutient quand même massivement l'Ukraine, sans que la Russie s'effondre, et aujourd'hui, le président sans de que l'Ukraine s'effondre également. Sans que l'Ukraine s'effondre, peut-être, mais aussi, à quel prix ? À quel prix ? Et à la Russie, à quel prix ? Et à quel prix ? Mais aussi, je suis d'accord. Mais en tout cas, la Russie, seule, face au reste du monde, ne s'est pas effondrée. Le reste du monde ? Le reste du monde. Non, la Russie a des alliés quand même. Oui, mais le reste du monde occidental, on va dire, ceux qui comptent dans l'imaginaire collectif. Non, il n'y a pas d'imaginaire, il y a la réalité, il y a le réel. La Russie a ses alliés. Je voudrais juste terminer par dire que tout à l'heure, je disais que les négociations entre les États-Unis et la Russie, nous ne savons pas ce qui se négocie entre les deux, pour une chose très simple. Avez-vous, ne serait-ce que ces dernières semaines, je ne vais pas remonter à 3 ans, entendu le mot diplomatie ? À partir du moment où nous, Français... Il n'y a eu que cela. Non, mais attendez, à partir du moment où Emmanuel Macron ne va pas prendre son Kalachnikov pour aller à Moscou, vous savez très bien que la seule façon de sortir de cette guerre, c'est de la diplomatie. Je n'ai pas entendu le mot diplomatie en 3 semaines. Je ne l'ai pas entendu. On n'entend que ça depuis 3 ans. Mais qui a parlé de négociations ces dernières semaines? Vous n'avez pas entendu, d'autres ont entendu. Est-ce qu'à Londres, ils ont parlé de négociations? Vous n'avez pas entendu, d'autres ont entendu. Tous, ils ont dit, mais il faut qu'on aboutisse à une paix juste et durable. Équitable. Et pour arriver à cette paix juste et équitable, la diplomatie et la négociation. Ensuite, sur la question du nucléaire, c'est l'arme de dissuasion. Tout le monde sait qu'on n'utilise jamais, on n'utilisera pas. Avez-vous déjà vu une puissance nucléaire perdre une guerre? Là n'est pas la question, c'est-à-dire c'est la question fondamentale. Le nucléaire, c'est la dissuasion. C'est la dissuasion. D'accord. Il y a eu des guerres perdues, oui. C'est une arme dont on ne se sert pas. Vous ne répondez toujours pas. Exactement. Poutine le sait très bien que s'il utilisait l'arme nucléaire contre, les autres peuvent aussi répliquer. Et que donc, ça se neutralise. Ça se neutralise pas, c'est la fin du monde. Ça se neutralise. C'est la fin du monde, ça se neutralise pas, c'est la fin du monde. Non, ça se neutralise. Je vous rappelle quand même que l'intervention américaine en Afghanistan n'a pas été un franc succès pour
une puissance nucléaire comme les États-Unis. L'ex-URSS. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Exactement. Toutes les interventions militaires étrangères en Afghanistan sont soldées par un échec. Voilà. Et l'Irak. Donc le nucléaire, c'est vraiment pour la dissuasion. Pour le reste, ce sont les négociations qui permettront de s'en sortir. Moi, je dis, le retour de l'Europe, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Macron, qu'il plastronne, etc. N'empêche qu'il est dans cette logique de dire, la négociation, paix durable, juste, le renforcement des capacités de l'Europe. Les capacités de l'Europe. Alors, on va aller très vite. Je vous parlais tout à l'heure du retour des rumeurs, justement, face à ce rapprochement spectaculaire entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je voulais vous lire l'extrait d'un article publié il y a quelques jours par le journal canadien Le Devoir. L'article est intitulé, déjà c'est tout un programme, « Un président américain au service de la Russie ». Et l'article démarre par ces mots, je cite, « Les revirements spectaculaires de Donald Trump face à ses alliés occidentaux, à l'OTAN, à la guerre en Ukraine, tout comme son rapprochement ces derniers jours avec le clan mondial des dictateurs dont Vladimir Poutine fait partie, viennent de relancer la machine à rumeurs sur les liens mystérieux qui pourraient exister entre le républicain et l'homme fort du Kremlin, des liens qui, selon des ex-espions soviétiques, seraient cultivés depuis le siècle dernier pour faire vaciller désormais chaque jour un peu plus l'Occident. Alors évidemment, dans cet article, on fait parler d'ex-espions soviétiques et quelques témoins. Est-ce que ça vous surprend, ça, que ces rumeurs remontent aujourd'hui? Effectivement, ces rumeurs se développent aujourd'hui. Il y a l'article dont vous parlez, il y a eu aussi un article dans Le Point, assez documenté sur le sujet, et un livre qui va paraître sur le sujet. Tout ce que je peux dire, j'ai été au ministère de l'Intérieur et j'ai été habilité au secret défense à un moment de ma carrière. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les relations entre Trump et la Russie sont anciennes. D'abord la Russie soviétique, puis la Russie de Gorbatchev et la Russie actuelle. Et qu'il a toujours eu des relations d'affaires avec un certain nombre d'oligarques russes qui lui ont permis notamment de sauver, au moment où il a eu des difficultés financières, il a réussi à vendre un bien qui valait 40 millions de dollars, 90 millions de dollars, à un oligarque russe. Alors pour autant, moi, j'en conclus pas qu'il s'agit d'un d'un membre recyclé du KGB. Simplement, ce que disent la plupart des journaux qui parlent de ce sujet, c'est que les Russes l'ont toujours considéré comme une sorte d'agent d'influence. C'est ça. Et ils ont participé à son élection aussi. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que quand il y a eu le Trump et Poutine, Trump a dit « Moi, je crois ce que dit Poutine et je ne crois pas du tout les organismes de renseignement américains qui ont dit que la Russie était intervenue dans la campagne de... » Vous avez quelques secondes, Guy, pour conclure. Comparaison n'est pas raison. Oui. On soupçonne aussi les milieux d'affaires d'avoir fait élire Emmanuel Macron pour mener une politique en leur faveur. Donc, il a été élu démocratiquement, Donald Trump, par le peuple américain, bien sûr. Non, mais par Elon Musk, justement. Voilà. C'est ça le problème de Trump. Comme le rappelle Bernie Sanders, il s'est entouré des milliardaires, les trois que nous connaissons, comme Poutine s'est arrangé avec les oligarques russes pour le maintenir, le soutenir au pouvoir, et ils sont derrière lui en réalité. C'est ça le problème. Il y a ces relations d'affaires qui lient les deux, et peut-être aussi que Poutine le tient sur un certain nombre de dossiers. On l'avait vu sortir des filles de joie quand il allait faire la fête à Moscou. Donc il a été mal élu alors. Eh oui, pardon. Trump a été mal élu. Non, on ne dit pas qu'il a été mal élu. On peut être élu démocratiquement et être manipulé, je mets manipulé entre guillemets à dessein. Oui, non, on n'a pas dit qu'il était par d'autres agents d'influence. En tout cas, mais c'est bien d'entendre une tonalité quand même, disons, qui défend certaines causes, évidemment. Sinon, il y aurait une unanimité. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission.